Il était l'homme de l'ombre. Son influence sur le XXe siècle est encore palpable aujourd'hui. Il n'a pourtant jamais fait de politique, encore moins de grandes études. Il était négociant en cognac. Jean Monnet, le père de l'Europe. Son incroyable histoire pourrait éclairer bien des aspects de l'Europe d'aujourd'hui. Mais qui la connaît? Sa vie semble sortie d'un roman, pleine d'aventures, entre ombre et lumière. Une vieille ferme près de Lausanne. C'est ici, en Suisse, sur la rive nord du lac Léman, que sont conservés les documents fondateurs de l'Union européenne. Jean Monnet les a transférés dans cette ferme pour qu'ils soient en sécurité. Entreposé dans un véritable bunker, il côtoie ses archives personnelles. Le Saint Graal de l'Europe, pour ainsi dire. Un trésor insoupçonné est venu s'ajouter aux archives papier. De vieilles bobines de films amateurs découvertes récemment dans un grenier. Ces séquences inédites et en partie très intimes, le père de l'Europe et son épouse Sylvia les ont tournées au cours des étapes d'une vie digne d'un film. Quand on s'intéresse à la vie de Monnet, ne serait-ce que furtivement, on constate que Monnet était ce qu'on pourrait appeler un acteur positivement tragique de la construction européenne, car il était animé d'un optimisme infatigable et qu'il ne se laissait détourner de ses efforts par aucun échec. Il avait aussi la capacité d'anticiper les choses de façon adéquate. J'ai toujours été fermement convaincu que l'Europe se fera dans les crises et qu'elle sera la somme des solutions que nous trouverons à ces crises. Un principe au cœur de la pensée de Jean Monnet. Aujourd'hui, beaucoup ont du mal à le comprendre ou vont jusqu'à le rejeter à l'instar des partisans du Brexit. En 2019, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avait tenté de rallier Boris Johnson à l'idée européenne. En vain. Il y a 70 ans, Jean Monnet s'était déjà essayé à une entreprise similaire. Je souhaite de tout mon cœur que les Anglais soient là. Mais si ce n'est pas le cas, continuons. Et je suis convaincu que, aussi réalistes soient-ils, ils finiront par se plier aux faits. Il n'y a qu'une seule erreur que nous ne devons pas commettre. Nous ne devons pas donner aux Britanniques des droits spéciaux. De son temps, et jusque dans les années 70 du XXe siècle, Monnet a été pratiquement la seule personne à réellement comprendre la Grande-Bretagne. Il savait se mettre à la place des Britanniques. Mais lui non plus n'a pas réussi à les convaincre de la nécessité de l'intégration européenne. Et il a été à deux doigts d'y parvenir. Un épisode si riche en rebondissements qu'on peine à y croire encore aujourd'hui. Comme bien souvent avec le parcours de Monnet. Le matin du 10 mai 1940 fut superbe sur toute l'Europe. Je me rendais à mon bureau de Richmond Terrace en traversant comme chaque jour le parc Saint-James. Nous redoutions ce moment que les Allemands guettaient. Jean Monnet est alors dépêché à Londres par le gouvernement français. Il préside le comité de coordination de l'effort de guerre allié. Ce qu'il pressent depuis longtemps est en train de se réaliser. En ce 10 mai 1940,
Les Allemands attendaient juste que le ciel soit dégagé pour envahir le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et la France. Jean Monnet avait pourtant multiplié les mises en garde. Hitler, c'est la guerre. Et cette guerre, la France n'y est pas préparée. En quelques jours, les troupes françaises et le corps expéditionnaire britannique finissent encerclés près de Dunkerque. J'écrivis à Winston Churchill qui était devenu Premier ministre précisément au jour fatidique du 10 mai. Dans cette lettre, Jean Monnet propose tout simplement que le Royaume-Uni et la France fusionnent et forment une union franco-britannique pour ensemble vaincre Hitler. Et le comble, c'est que le cabinet de guerre de Churchill souscrit à son idée. En France, les événements se précipitaient. Nous en eûmes le témoignage le plus impressionnant de la bouche du général de Gaulle, secrétaire d'État dans le gouvernement français, qui venait d'arriver à Londres pour des négociations. De Gaulle entrevoit d'emblée l'opportunité qui se présente. La fusion des deux pays n'attend plus que l'accord de la France. Face à l'avancée des Allemands, le gouvernement français s'est replié à Bordeaux et a mis un trait sur Paris. À Londres, De Gaulle appelle immédiatement Bordeaux pour faire part de la proposition britannique. Churchill suit la conversation téléphonique. Il interrompt le général et déclare au gouvernement français, toujours incrédule, qu'il se rendra en France pour signer les documents qui scelleront l'union des deux pays. Commencent alors d'interminables heures d'attente. Aucune réponse ne viendra jamais de Bordeaux. Dans ce contexte historique, je trouve intéressant, voire presque émouvant, le fait que les Britanniques aient accepté de s'allier aux Français, au point de vouloir créer une nation avec eux. Les Français auraient été la partie sans doute la moins avantagée de ce réseau de relations transmanche. Et ils n'en voulaient pas. Monnet, lui, le voulait. Les nouvelles de Londres ont déclenché une lutte de pouvoir au sein du cabinet de guerre français. Devenu chef du gouvernement, le maréchal Pétain impose la demande d'armistice, ce qui revient de fait à capituler. Jean Monnet a échoué avec son idée. Mais la façon dont ce négociant en cognac a convaincu rien moins que Winston Churchill a marqué les esprits à Londres. L'histoire est loin de s'arrêter là. Avec du recul, on pourrait être tenté de dire que j'étais trop optimiste. Or, l'optimisme n'est nullement dans ma nature. Je ne suis qu'un homme qui agit toujours de manière déterminée. Oui, je crois que c'est une formule qui définit bien Monnet. Il y en a une autre à laquelle il était attaché et qui le caractérise aussi très bien. Et il disait aussi, pour moi, tout est un moyen, même l'obstacle. Et toute sa vie le prouve. Un homme de la trempe de Jean Monnet n'abandonne jamais. Le lendemain, il se rend à Bordeaux dans un avion militaire britannique pour persuader le gouvernement de changer d'avis. Mais il est déjà trop tard. Le vol retour longe la côte atlantique. Il aperçoit pour la dernière fois la Charente, sa terre natale. Il ne la reverra qu'une fois la guerre finie. Jean Monnet est né à Cognac le 9 novembre 1888, dans une région façonnée depuis des siècles par la vigne. Rien ne laisse supposer que son parcours le conduira un jour au tournant de l'histoire mondiale du XXe siècle. Dans toute bonne fiction qui se respecte, il serait le héros qu'on n'attend pas. Mais un héros doté d'une potion magique, le cognac. Cognac a toujours été une référence pour moi et mes pensées qui mûrissent aussi lentement qu'un bon cognac. Les Charentais sont ainsi. Ils s'y connaissent lorsqu'il s'agit d'attendre pour que des choses précieuses puissent advenir.
Il a 16 ans lorsqu'il est envoyé à la City de Londres, alors la plaque tournante de la finance mondiale. Sa formation se résume à ces 2 années d'apprentissage. Ce dont il aura besoin, il l'apprendra au cours de ses nombreux voyages. En 1906, son père l'envoie au Canada, peut-être son voyage le plus formateur. Les terres vierges occupaient encore une vaste partie du continent et la conquête de l'Ouest canadien était encore la grande affaire. J'avais 18 ans et je traitais d'importants marchés avec la Hudson Bay Company. Des fourrures contre du cognac. Voilà le deal. Pendant des mois, Jean Monnet sillonne à cheval les forêts canadiennes en solitaire. Dans ce nouveau monde où tout est possible, il se sent lui aussi l'âme d'un pionnier. À New York, il voit comment le chaos et le progrès vont de pair. Il découvre le dynamisme d'un pays qui n'est pas encore entravé par de vieilles structures. Et il se rend compte que c'est l'archaïsme de ces structures qui signera la chute du vieux continent. En Amérique, j'ai compris que le changement peut être organisé, qu'il est nécessaire et qu'il est possible. De retour, il assiste à la gare de Poitiers à la liesse des soldats français qui répondent avec entrain à l'appel des drapeaux. Jean Monnet a maintenant la vingtaine et il ne se fait aucune illusion sur cette guerre. À Cognac, il se rend compte d'un énorme problème. Alliés sur les champs de bataille, la France et la Grande-Bretagne n'ont prévu aucune coordination de leurs efforts de guerre. Son père trouve bien présomptueux de penser pouvoir mieux faire que les dirigeants, mais Monnet est résolu à ne pas rester les bras croisés. Il se rend à Bordeaux, où le gouvernement français s'est replié, comme il le fera une nouvelle fois 26 ans plus tard en 1940. Lui, le jeune négociant en cognac parfaitement inconnu du grand monde, entend bien parler au président du Conseil, René Viviani, pour lui expliquer que dans cette guerre, la France fait fausse route. Il faut à présent des idées neuves. Et ces idées, Jean Monnet les a. C'est une démarche tout à fait exceptionnelle. Un jeune homme de Charente se rend à Bordeaux de sa propre initiative pour tenter de mettre la France en ordre de bataille. En d'autres termes, un très jeune homme parvient à convaincre le président du Conseil français de la nécessité d'agir. C'est sans précédent dans l'histoire du monde. Alors pour le reste, comment Viviani a-t-il perçu Monnet? Ça, malheureusement, ça aurait été très intéressant s'il avait deviné le rôle que ce jeune homme jouerait plus tard. Évidemment, il aurait pris des notes, mais malheureusement, il avait d'autres préoccupations. Donc, à ma connaissance, Viviani n'a laissé aucun document. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'il a dû trouver l'idée intéressante, puisqu'il y a donné suite, et que c'est à partir de là que Jean Monnet a eu le pied à l'étrier et a pu entrer pour la première fois dans la sphère publique. Là, ce qui est extraordinaire, c'est que, encore une fois, rien dans sa vie ne le prédispose à jouer ce rôle. Et voilà que Jean Monnet fait ses débuts sur la scène de l'histoire mondiale. Il est si convaincant que le chef du gouvernement l'envoie sur le champ à Londres pour mettre en pratique son idée d'une union des forces au profit d'une action rationnelle. Il révolutionne le ravitaillement des Alliés et fait en sorte que ceux-ci achètent en commun sur les marchés mondiaux. Il ne s'en doute pas encore, mais nombre des enseignements que le père de l'Europe concrétisera un jour trouvent ici leur origine. L'histoire de l'unification européenne commence en fait au milieu de la Première Guerre mondiale, lorsque Jean Monnet devient président du comité mixte de gestion du blé. Et c'est sur la base de cette expérience qu'il va commencer, dans les années 1920, à réfléchir à la nécessité d'une plus grande coopération internationale. Fort de ses succès à Londres, Monnet est un homme très demandé.
notamment aux négociations du traité de paix de Versailles. Et il a une idée. Plutôt que d'infliger à l'Allemagne une dette astronomique, mieux vaudrait émettre un emprunt international pour reconstruire l'Europe. Emprunt dont les intérêts seraient payés par les Allemands au titre des réparations de guerre. L'Allemagne était à terre. Et le fait de ne pas piétiner un ennemi à terre, mais de lui tendre la main et de l'aider à se relever, pour le bien de l'Allemagne, mais aussi celui des autres, cette idée-là n'était pas très répandue à cette époque. Car il est clair que les hommes au pouvoir n'ont pas d'idées nouvelles. Sauf peut-être le président américain Thomas Woodrow Wilson, qui propose à Versailles de créer une organisation internationale pour assurer la paix dans le monde. La Société des Nations, la SDN, sera la première institution supranationale de l'histoire. Le palais Wilson à Genève, premier siège de la Société des Nations. La SDN devait résoudre tous les problèmes qui n'avaient pas été traités à Versailles. Litiges frontaliers, crise économique, crise des réfugiés. Et aussi lutter contre les pandémies comme la grippe espagnole, qui, elle, ignore les frontières. Exactement ce qu'il faut pour un homme comme Jean Monnet. Et ainsi devient-il, en 1920, secrétaire général adjoint de la Société des Nations. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'idée de confier à un jeune homme de 30 ans la direction du monde, ni plus ni moins. Oui, l'expérience de la Société des Nations dans la vie de Jean Monnet a été quelque chose de fondamental. Il s'est retrouvé à la tête de cette institution internationale qui était très novatrice, puisqu'il n'y avait jamais eu l'équivalent dans l'histoire du monde. Sauf que la SDN souffre d'une tare originelle. Une institution internationale où l'unanimité prévaut ne peut pas fonctionner. Son secrétaire général adjoint ne va pas tarder à le comprendre. Nos plus grands succès n'ont été possibles que lorsque les grandes puissances étaient convaincues qu'il était dans leur intérêt de parvenir à un accord. Là seulement, nous avions le champ libre pour chercher les bonnes solutions. Comme en Autriche, où au lendemain de la guerre, la situation est si dramatique que les enfants ne mangent pas à leur faim et viennent gonfler le flot des réfugiés parcourant l'Europe. Monnet réussit à persuader les vainqueurs. Ils aideront l'Autriche en contrepartie de réformes, car un État en faillite n'est dans l'intérêt de personne en Europe. Une chose dont personne ne se souvient aujourd'hui est que Monnet avait pressenti que les petits États ne seraient pas de taille à subsister seuls dans le monde. Et il a tenté d'en convaincre les Italiens, les Roumains et d'autres. Il avait compris qu'il faut parfois savoir faire des concessions sur ses propres positions pour dégager des solutions qui soient bonnes pour tout le monde. C'est la fameuse méthode Jean Monnet. La méthode Monnet, un terme devenu mythique pour les initiés. Pourtant, rien de plus simple. Il suffit d'analyser un problème de la manière la plus rationnelle possible pour qu'apparaisse une solution qui profite à tout le monde. Sauf qu'à l'époque, la vieille élite aux commandes ne veut rien entendre. Le président Wilson ne parviendra jamais à convaincre son pays d'adhérer à la SDN. La première institution supranationale de l'histoire échoue pour n'avoir jamais réussi à subordonner les intérêts nationaux à une idée commune, à un intérêt commun. En 1919, Wilson est victime d'une attaque cérébrale. Il restera en fonction, mais n'exercera plus la moindre influence sur la scène politique américaine. Après les lourdes pertes essuyées lors de la guerre, les États-Unis tournent le dos à la politique extérieure. L'Amérique entend uniquement s'occuper d'elle-même et découvre son ennemi intérieur, l'alcool. La prohibition. Sale temps pour un négociant en cognac. L'entreprise de son père frôlant la faillite, Jean Monnet quitte la SDN en 1923. Quelle mélancolie lorsqu'il filme les chais qui abritaient jusque-là les fûts où mûrissait le cognac.
Employant de nouvelles méthodes, il parvient à sauver cette maison de tradition. Grâce à lui, le cognac Monet existe encore aujourd'hui. Mais il est un événement encore plus important. Jean Monnet rencontre la femme de sa vie. Mais ça a été le début d'une aventure absolument inouïe, parce que aujourd'hui, bon, des gens qui tombent amoureux, qui vivent et qui ne sont pas mariés, ça ne choque plus personne. Dans l'Europe des années 30, c'était pas une situation si facile que ça à gérer. Sylvia de Bondigny. Elle a 20 ans de moins que lui, elle est peintre, elle est italienne et mariée à un playboy. Et dans l'Italie ultra-catholique de l'époque, le divorce est inenvisageable. Lorsqu'ils se rencontrent, tous deux savent qu'ils ne se sépareront plus jamais, quand bien même la loi italienne ne permet pas à Sylvia d'être libre. Même un Jean Monnet a dû réfléchir longuement avant de trouver une solution à ce problème. Jean Monnet a mis à contribution ses amis juristes. Il y avait beaucoup de grands juristes américains parmi ses amis. Il les a mis à contribution et ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait un moyen de sortir de cette situation inextricable. C'était de profiter d'une disposition de la loi soviétique. Une chambre d'hôtel à Moscou. C'est là qu'ils ont rendez-vous. Voilà le plan. Sylvia prend la citoyenneté russe, divorce sur le champ en vertu de la loi soviétique, peut se marier avec Monnet et devient française. Et c'est ce qu'ils font. La méthode Monnet appliquée à l'amour. Monnet a changé. Le sauvetage de l'entreprise familiale l'a mis en contact avec le monde des affaires, un monde qui lui convient. Avec un associé, il ouvre une banque à Paris. Toujours en déplacement, il conseille les pays en difficulté et tisse un réseau international dans l'univers de la haute finance. Une fois de plus, il ne résiste pas à l'appel de l'Amérique, où il devient vice-président d'une grande banque. Monnet gagne beaucoup d'argent outre-Atlantique et perd tout lors d'un spectaculaire krach boursier. Je n'ai capitalisé que de l'expérience. À 40 ans, j'apprenais encore. J'ai d'ailleurs toujours eu l'âge d'apprendre. Ce qui l'amène à réaliser que le système financier présente de dangereuses lacunes. Toutes ces années, Monnet a soigné ses contacts avec la SDN. Et c'est là qu'une nouvelle opportunité se présente à lui en 1932, la Chine. Menacée par le Japon, la Chine nationaliste appelle Genève à l'aide et demande à la SDN que Jean Monnet élabore un plan de modernisation et représente le pays sur les marchés financiers. Face aux pressions du Japon, la SDN décline. Malgré tout, Monnet se rend en Chine avec Sylvia. Dans ce pays en proie à des bouleversements historiques, leurs tribulations s'avèreront passionnantes pour tous les deux et riches d'un grand enseignement. Même dans une culture parfaitement étrangère, il est possible d'établir la confiance. Et bâtir la confiance, c'est le plus grand don de Jean Monnet. « 1940, quelques années plus tard. Monnet vient d'échouer dans sa tentative d'unir l'Angleterre et la France. La Seconde Guerre mondiale bat son plein. Et Monnet est de retour en Amérique, envoyé cette fois par Churchill. Monnet a maintenant un chauffeur. Il occupe avec Sylvia une maison près de Washington. Sa mission ? Convaincre les États-Unis de bâtir une industrie de l'armement sans précédent dans l'histoire, de construire des avions et de mettre leur immense potentiel au service de la lutte contre Hitler.
tout ce que Churchill a jusque-là demandé en vain. À Washington, le couple a une fille, Marianne. Peu à peu, leur demeure devient l'adresse incontournable où se retrouvent tous ceux qui ont de l'influence auprès de Franklin Delano Roosevelt, le président des États-Unis. Marianne gardera le souvenir d'un père sans cesse au téléphone, en train de tirer les ficelles. Reconnaître les personnes qui comptent et se lier d'amitié avec elles. Ce talent qui l'a tant aidé dans ses précédentes aventures porte aujourd'hui ses fruits. Il se rend plusieurs fois chez Roosevelt, dans le bureau ovale. Lors de ses entretiens avec le président américain, il a toujours sa meilleure arme avec lui, sa feuille de bilan. Voilà, vous voyez, c'est un document assez simple, mais qui résume... Et ça, c'est révélateur, finalement, de la méthode de Monet, de ramener ça à des choses, finalement, élémentaires, simples et relativement faciles à comprendre, au moins pour les gens qui montrent un peu d'attention. Un document historique. Avec cette simple feuille de papier aux chiffres sans équivoque, Monet a convaincu Roosevelt qu'une armada d'avions est nécessaire pour vaincre Hitler. Telle est la dynamique de la balance sheet, cette page chiffrée qui ressemble singulièrement dans sa simplicité au grand livre de comptes que mon père m'avait appris à lire à Cognac lorsque j'avais 16 ans. Construire des avions en quantité astronomique, ça, les Américains n'en veulent pas. Monet en est conscient. Et plus encore le président américain. Les Américains veulent des tracteurs et des voitures, mais pas des avions pour une guerre en Europe qui ne les concerne pas. Roosevelt a les mains liées. Il ne peut ignorer l'opinion, d'autant qu'en 1940, il fait campagne pour un second mandat. L'adversaire le plus dangereux de Roosevelt est justement un héros de l'aviation, Charles Lindbergh, le premier homme à avoir traversé l'Atlantique en avion. Lindbergh avait été fortement impressionné par la supériorité de la Luftwaffe sur les flottes alliées. Il avait persuadé une partie de l'opinion publique américaine qu'il fallait à tout prix se tenir en dehors des affaires européennes. America First, voilà le nom de sa campagne. Pour vaincre cet opposant viscéralement fasciné par le national-socialisme, Roosevelt a besoin d'un homme comme Monet. Mais enfin, ça suggère quand même le rôle qui est très ignoré que Monet a joué, et qu'il a joué parce qu'il était un politique au sens le plus élevé. Et pas seulement... on voit souvent Monet comme un technicien, c'est faux. C'est quelqu'un qui a une vue globale et des choses. Dès sa réélection, Roosevelt s'attelle à armer l'arsenal de la démocratie, un terme qu'il reprend à Monet. Reste cependant un problème. Au début de décembre 1940, Roosevelt embarqua sur le Tuscaloosa pour une croisière de 2 semaines dans la mer des Caraïbes. Le dilemme qu'il occupe durant cette croisière est le suivant. Comment expliquer aux Américains que l'industrie doit être mise au service de la production d'armes, mais que personne ne paiera, ni l'Angleterre, ni aucun autre pays? Car les coûts seraient bien trop élevés. Roosevelt était un génie de la formulation. Supposons, dit-il à ses compatriotes, que la maison de mon voisin prenne feu et que je possède un très long tuyau d'arrosage. Je ne vais pas lui dire « Voisin, mon tuyau d'arrosage m'a coûté 15 $, vous devez me payer d'abord ». Non, je le lui prête et je le récupère lorsqu'il a servi à éteindre le feu. D'où l'idée du Lend-Lease Act, la loi du prêt-bail. Le Lend-Lease Act est un tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale. Et un triomphe pour Jean Monnet, l'homme de l'ombre. « 8 novembre 1942, Opération Torch. Sous le commandement du général Eisenhower, les Alliés tentent d'ouvrir un second front en Afrique du Nord pour ensuite libérer l'Europe. Le débarquement est plus difficile que prévu.
Les Alliés sont par endroits attaqués par les troupes fidèles à Vichy et donc à l'Allemagne nazie. Le chaos règne au sein des unités françaises stationnées dans la région. Pour ne pas compromettre l'opération, Roosevelt et Churchill décident d'installer un commandant français prêt à coopérer. Churchill a une préférence pour un général de brigade qu'il connaît comme chef de la France libre à Londres. Il envoie donc De Gaulle en Afrique du Nord. Mais Roosevelt se méfie et lui préfère un général de division, Henri Giraud. Ultra-conservateur, abhorrant la démocratie, il n'en a pas moins la confiance du président américain. De Gaulle et Giraud ont une haute estime d'eux-mêmes. La méfiance est donc réciproque. À la conférence de Casablanca, Churchill et Roosevelt tombent finalement d'accord. Ce sera une direction bicéphale. Mais ils savent très bien qu'une alliance entre les deux généraux ne durera pas et entraînera des difficultés. Car Giraud n'a pas une once de talent politique et les officiers français en Afrique du Nord refusent de reconnaître l'autorité de De Gaulle. Roosevelt pense qu'un civil permettrait un compromis idéal. Et pour lui, Monet est la personne tout indiquée. Churchill ne saurait mieux dire. Il ne connaît que trop bien Monet. Voilà donc Monet envoyé comme agent des Américains dans une aventure qui exigera tout de lui, mais qui lui fera aussi prendre conscience de l'avenir de l'Europe. Alger est alors la capitale de la France libre en Afrique. Lorsque Monet arrive dans la ville blanche, la tension est à son comble. Assassins, aventuriers et espions rôdent dans les ruelles. Partout, ce ne sont qu'intrigues et rumeurs. Donc c'est comme ça que Monet débarque à Alger, dans un climat indescriptible, parce que c'est une ville où il y a des complots partout, des assassinats, enfin, il est quand même peu habitué à vivre dans ce climat. Et il faut dire qu'il nourrit vis-à-vis du général de Gaulle une grande méfiance qui est née des premiers contacts. En fait d'égocentrisme, Giraud ne le cédait en rien à de Gaulle. Tous deux parlaient de soi à la troisième personne et ils se croyaient investis d'une mission sacrée. Monet prend les choses en main et crée une institution, le Comité français de libération nationale, dont il devient commissaire à l'armement. Ses contacts en Amérique sont un atout. Une fois la guerre finie, ce comité devra déboucher sur un gouvernement. Ce qui est désormais en jeu, c'est donc le pouvoir de la France de demain. Et dans cette lutte, c'est De Gaulle qui va l'emporter. Mais parallèlement, Monet, avec un certain nombre de gens, de diplomates, de hauts responsables qui se trouvent également à Alger, commence à réfléchir à ce que pourrait être le monde de demain. Et avec l'idée qu'il faudra ne pas refaire les erreurs qui ont été faites après la Première Guerre mondiale, notamment avec le traité de Versailles, la SDN, etc. Essayer là de faire surgir un monde qui sera plus gérable, plus juste. L'Afrique du Nord a été un tournant dans la vie de Jean Monnet, l'occasion de se livrer à un inventaire. Alors que la guerre fait rage, au cours de longues promenades dans les ruines romaines de Tipaza, l'avenir de l'Europe se révèle à lui, et le rôle qu'il va y jouer. C'est ici, parmi les vestiges d'un ancien empire, que le père de l'Europe est né. L'existence de la France dépend d'une nouvelle Europe. C'est la seule façon de résoudre la question centrale de l'Allemagne. Cela implique que l'Europe soit unifiée par un transfert de souveraineté à une sorte d'union centrale, qui aurait le pouvoir d'abaisser les barrières douanières, de créer un grand marché européen et d'empêcher la reconstitution des nationalismes. La Seconde Guerre mondiale a pris fin. De Gaulle est acclamé en vainqueur et devient président du gouvernement provisoire.
Monet a passé un accord avec De Gaulle. En Afrique du Nord, il a su convaincre l'homme du 18 juin que la France avait un train de retard et qu'après la guerre, il faudrait réformer le pays et le moderniser en profondeur, de préférence en lui confiant les rênes. Monet choisit d'établir le commissariat général au plan rue de Martignac, dans le 7e arrondissement à Paris. La rue de Martignac, un îlot de tranquillité au cœur du quartier des grands ministères, un hôtel particulier traversé de couloirs et d'escaliers. Du moins, cette incommodité et cette étroitesse nous ont protégés, comme je l'avais souhaité, des risques de prolifération bureaucratique. Il avait un emploi du temps qui était réglé comme du papier à musique. Il habitait à Aujaret, à côté de 40-45 km de Paris, parce qu'il avait l'habitude de vivre en dehors des grandes villes. Et puis il aimait se promener le matin. Et puis c'était pas un fonctionnaire, donc il faisait un peu ce qu'il voulait, il n'était pas tenu par des horaires. Donc le matin, il se promenait dans les bois alentours, et il partait en fin de matinée, et on le déposait donc à son bureau. Mais en revanche, alors, il restait quelquefois à son bureau jusqu'à 10 ou 11 heures du soir. Monet a rassemblé un nombre restreint de collaborateurs. Une petite équipe en parfait état de marche est bien consciente qu'au fur et à mesure que l'Allemagne se reconstruit, la pression s'accroît sur l'économie française. La solution passe par l'Europe. Tous les plans qui conduiront un jour à l'unification européenne ont été élaborés dans ces pièces. À Aujaret, un hameau des Yvelines, il a déniché une petite maison au toit de chaume où il s'installe avec Sylvia. Ici, à la campagne, il a tout loisir de s'adonner aux longues promenades dont il a besoin pour réfléchir à l'avenir et trouver des idées pour surmonter les problèmes du présent. Anticiper, se doter d'une vue lointaine des choses, viser l'intérêt général plutôt que l'intérêt d'un parti. C'est dans la droite ligne de la méthode Monet qu'Emmanuel Macron, devenu président de la République, a nommé un nouveau haut-commissaire au plan en la personne de François Bayrou. Et je me suis battu toute ma vie, j'allais dire, depuis en tout cas 20 ans, autour de l'idée qu'il fallait faire renaître quelque chose qui soit l'héritier du commissariat au plan. Parce que c'est très important de penser l'avenir à long terme au lieu d'être constamment obligé de travailler sous la domination de l'urgence. Et donc, chose essentielle que nous... évidemment que pour les temps que nous vivons, qui sont tellement incertains. Et le plan, c'est une réduction d'incertitude. Et donc le plan, c'est ça, c'est penser l'avenir à l'usage des gouvernants d'aujourd'hui. Soucieux de trouver une idée qui mettrait en route de manière décisive et irrévocable l'intégration européenne, Monet se rend dans les Alpes au printemps 1950 pour une longue randonnée. De quelque côté que l'on se tourne, on ne rencontre que des impasses. Qu'il s'agisse d'une guerre jugée inévitable, du problème de l'Allemagne, du relèvement français, de l'organisation de l'Europe. Mais comment enraciner un intérêt commun entre ces pays? Telle était la question que je me posais sans trêve au cours de cette marche. Il revient de cette escapade avec une idée historique. La Communauté européenne du charbon et de l'acier, future CECA. Une haute autorité pour gérer conjointement toutes les industries essentielles à la guerre. En réalité, la matrice et le modèle d'une Europe unie. Aussitôt, Monet fait plancher son équipe rue Martignac. Mais au sein du gouvernement français, personne ne s'intéresse à son idée. Il persuade alors un collaborateur du ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, de glisser son plan parmi les dossiers que celui-ci va traiter le week-end dans sa maison de Sichazel, près de Metz. Né au Luxembourg, de parents lorrains, Robert Schuman a été allemand dans sa jeunesse. L'histoire mouvementée entre l'Allemagne et la France a durablement marqué le ministre des Affaires étrangères. À Sichazel,
il lit attentivement le projet élaboré rue Martignac et y voit immédiatement la possibilité d'une réconciliation. De retour à Paris, il envoie un télégramme à Monet. La réponse est laconique, c'est oui. Difficile d'imaginer personnalité plus opposée que celle de Monet et Schuman, mais ils se complètent à merveille. Le tandem réussit à convaincre le chancelier allemand Konrad Adenauer, tout comme l'Italie et les pays du Benelux. Quant à ceux qui pourraient faire obstacle, il suffit de ne pas les informer. Plus d'un homme politique français a dû tomber des nues lors de la conférence de presse où Schuman dévoile le projet d'une mise en commun du charbon et de l'acier, une initiative entrée dans l'histoire comme le plan Schuman. La CECA voit officiellement le jour le 18 avril 1951 dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay. Le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, la Cour de justice, la Commission, toutes ces institutions, Jean Monnet les avait déjà prévues avec la CECA. L'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui est née de la CECA, dont le premier président de la haute autorité n'est autre que Jean Monnet. Aujourd'hui encore, quand quelqu'un travaille pour l'Union européenne, les Luxembourgeois disent qu'ils travaillent pour le compte du plan Schuman. C'est très étonnant. Le plan Schuman était un plan Monnet. La CECA était certes une idée de Schuman, mais avant cela, c'était une idée de Monnet. Le siège de la CECA est à Luxembourg. Pour la première fois, les États-nations sont prêts à céder une partie de leur souveraineté à une institution agissant dans l'intérêt commun. Dans l'isolement d'une petite principauté cernée par de magnifiques forêts de sapins, quelque chose de neuf et de fort prenait vie. Cet esprit européen bousculait des habitudes de pensée. Pour la première fois, il y avait une preuve concrète de la façon dont les Européens pouvaient ressentir leur solidarité et imaginer leur unité. Mais comment se fait-il que le siège de la première autorité supranationale européenne se trouve dans une ville à laquelle on ne prête guère attention à l'époque? Cette décision est le résultat d'une longue nuit, la première des désormais tristement célèbres négociations marathon qui se poursuivent jusqu'à l'aube. Cette nuit-là acheva de nous convaincre que l'Europe des États souverains n'était pas capable de tirer d'elle-même les décisions qui s'imposaient pour le bien commun. Le jour se levait quand je dis à un collègue « Nous avons quelques heures pour nous reposer et quelques mois pour réussir. » Ensuite, a-t-il répondu en souriant, nous rencontrerons de grandes difficultés dont nous nous servirons pour avancer à nouveau. C'est cela même, ai-je dit. Vous avez tout compris sur l'Europe. En tant que Premier ministre, et plus tard, en tant que président de la Commission, j'ai souvent remarqué et fait remarquer que lorsque les États ne trouvent pas le chemin de la conciliation, il faut des institutions capables d'unifier l'Europe, comme l'aurait dit Jean Monnet, et capables de rendre l'Europe possible. Sans institutions, les efforts des humains sont voués à l'échec. L'expérience de chaque homme est un recommencement. Seules les institutions gagnent en sagesse. Avec les institutions de la CECA, Jean Monnet et Robert Schuman ont montré comment une Europe unie pouvait fonctionner. Monnet est paré pour les prochaines étapes, et celles-ci seront encore plus importantes. Alors qu'il se repose en famille dans sa maison près de Paris, la radio annonce que la guerre a éclaté en Corée. Monnet comprend tout de suite ce que cela signifie. Les États-Unis vont intervenir dans le conflit et verront un intérêt dans le réarmement de l'Allemagne, pays divisé comme la Corée. Pour éviter de retomber dans la vieille pensée de l'État-nation, Monnet a une idée et un plan. Créer une armée européenne. Comme toujours, il cherche d'abord des alliés parmi ses amis influents. Il se trouve que le président Eisenhower est justement de passage à Paris. Monnet l'a connu en Afrique du Nord. Lors d'un déjeuner, Monnet le convainc de donner son accord à la création d'une armée européenne.
Le chef du gouvernement français, René Pleven, y est lui aussi favorable. D'abord hostile à une remilitarisation, le chancelier Adenauer voit finalement l'opportunité pour son pays de réintégrer le concert des nations. Au bout du compte, nombreux sont les artisans qui ont œuvré pour qu'aboutisse un traité instituant la Communauté européenne de défense, la CED. Ce qu'on peut dire de ce projet de communauté européenne de défense qui devait aboutir à la création d'une armée européenne, c'est que c'était une bonne idée, mais prématurée. La CED a échoué à cause de De Gaulle. Une fois de plus, les chemins du général et de Jean Monnet se sont croisés. La plupart des parlements étrangers ont ratifié le traité. Mais au Palais Bourbon, les gaullistes ne cessent d'étendre leur influence et les députés craignent qu'une armée européenne ne mette à mal la souveraineté de la France. Le projet est rejeté. Avec l'échec de la CED, c'est tout le projet européen qui est sur la brèche. Un coup dur pour Jean Monnet. Il quitte la haute autorité de la CECA. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Il loue un appartement à Paris, avenue Foch, pour y diriger une institution privée cette fois, le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe, qu'il fonde en 1955. Ce comité était composé de partis, majorité des partis politiques, pas des individus. Les partis politiques désignent leurs représentants dans l'Europe des 6. Et en outre, des syndicats non communistes. Mais ces représentants partis sont souvent des gens, sont tous des parlementaires, souvent des ministres en exercice, et toujours des gens influents dans leur pays. Il y a beaucoup de travail et beaucoup de peine, je vous assure. Je suis et mes amis sont en rapport constant, journalier, avec ces différentes personnes. Soit M. Brand ou M. Saragat à l'époque. C'est constant. Mais nos discussions ne portent que sur une question. L'Europe. En 1957, pour entreposer ses dossiers, Monnet trouve une vieille ferme en Suisse qui abrite aujourd'hui un centre dédié à l'étude de l'intégration européenne. Les dossiers révèlent les réalisations auxquelles le comité a contribué. Euratom, la Communauté économique européenne, la réconciliation franco-allemande, l'adhésion tardive du Royaume-Uni. Et tous les grands noms qui ont rejoint le comité, Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt, Willy Brandt, pour ne citer qu'eux. Sa méthode était toujours la même. Il choisissait un décideur de premier plan, et ce décideur de premier plan, il était décidé à le convaincre, à l'aider à le convaincre, à lui proposer une idée, et après à s'effacer. Et c'est le décideur de premier plan qui assumait l'idée devant l'opinion, ou dans le débat public. Ça, c'était sa première idée. La deuxième idée, c'était que si l'on avait un réseau de décideurs de premier plan qui s'entendaient personnellement, humainement, qui se connaissaient bien, alors on pouvait faire bouger les montagnes. Monnet est sorti de l'ombre avec son comité. Il est maintenant sous le feu des projecteurs. La ville d'Aix-la-Chapelle lui remet le prix Charlemagne. Il est le premier à recevoir le titre de citoyen d'honneur de l'Europe. Le président des États-Unis lui décerne la médaille de la liberté, la plus haute distinction américaine. Il multiplie les déplacements. L'Europe est comme une bicyclette. Quand elle n'avance plus, elle tombe. Jean Monnet, lui, a toujours avancé, à l'image de sa devise, d'abord continuer, puis commencer.
La vie de Jean Monnet prend fin le 16 mars 1979, l'année même où le Parlement européen se réunit pour la première fois. Sa vie aura été un extraordinaire voyage. Un voyage qui l'a non seulement conduit à rêver d'une Europe unie, mais aussi à la penser, bien avant que d'autres n'y songent. Les cendres de Jean Monnet ont été transférées au Panthéon. Il repose aujourd'hui aux côtés de Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Simone Veil et d'autres grandes figures auxquelles la patrie témoigne sa reconnaissance. Monnet était un pionnier, depuis le début. Il a essayé de rallier à ses idées ceux qui détenaient le pouvoir. C'était son monde, pas celui des luttes politiques et idéologiques sur une scène ouverte. Aujourd'hui, l'Europe n'a plus besoin de pionniers, mais elle va de crise en crise. Pour ceux qui, comme Jean Monnet, ont appris à penser l'Europe, ce n'est qu'une raison de plus de continuer et puis toujours commencer. Ses mémoires s'achèvent sur ces lignes. Pendant que j'écris ces pages, Sylvia, dans le grand salon, achève une toile. Hier, j'aurais voulu qu'elle ajoute une touche sur son tableau. J'avais tort. L'inachevé est dans la nature. Et c'est un grand art ou une grande sagesse que de savoir ranger son pinceau au bon moment. Gardons-nous toujours du perfectionnisme.